Bonjour à tous, Passion Immo épisode 86, c'est maintenant. Alors c'est un épisode de l'été, c'est le dernier de la saison. Ça veut pas dire qu'on s'arrête pendant l'été parce que comme j'ai dû déjà vous en parler à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, dans quelques jours parce que j'ai un peu de retard, 5 épisodes de l'été. Ces 5 épisodes de l'été, que vont-ils être ? On va parler de fiscalité immobilière, c'est la série spéciale de l'été. Donc 5 épisodes qui ne vont être consacrés qu'à la fiscalité immobilière. Et c'est une série qui va se dérouler tout l'été. Et petite originalité, vers la mi-septembre, un e-book va collecter l'ensemble des informations de ces épisodes. Cet e-book s'intitulera L'essentiel de la fiscalité immobilière et il est possible de s'inscrire dès maintenant pour le recevoir gratuitement. J'insiste bien sur le gratuitement. Il n'y a pas d'arnaque dans l'histoire. Dès sa parution. Et vous avez le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire si vous le souhaitez. Alors nous, on va parler de quoi aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison on va parler d'investissement. On va parler d'investissement et on va parler d'investissement en sortant des sentiers battus. Parce qu'on a l'habitude, quand on parle d'investissement immobilier, de parler de grosses opérations, etc. Et là, on va parler d'une toute petite opération, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas ambitieuse. Au contraire, investissement modeste, on va être sur un budget de 10 000 euros. Oui, il n'y a pas d'erreur, on va parler d'un budget en termes d'investissement de 10 000 euros. Mon invité Kylian, il a 20 ans, donc pas trop de moyens, et c'est ça justement qui va nous intéresser. Et on va décortiquer son opération de A à Z. Vous allez voir qu'une fois que l'épisode sera terminé, vous saurez tout sur la manière dont il a défini l'opération, le choix d'un terrain, comment il a investi, le choix de la banque, le prêt, le prévisionnel, comment il l'a mené, comment il a fait son tarif de location, comment il a communiqué sur Internet. Et originalité de cet épisode, c'est qu'en fait, on se retrouvera en octobre avec Kylian et on fera le bilan de son opération puisqu'en fait, elle démarre. Alors vous voyez, il y a du pain sur la planche et ça va être absolument passionnant. Passion Immo, épisode 86, c'est parti. L'investissement immobilier, ça fait rêver beaucoup, mais c'est pas si simple que ça. Pourtant, aujourd'hui, on a environ 30% des transactions immobilières dans l'ancien qui concernent des projets d'investissement, donc c'est quand même beaucoup, puisque voilà, un tiers de ceux qui achètent le font pour louer. Alors c'est attractif pour deux raisons principales, l'investissement immobilier. La première raison, c'est que ça permet de faire financer une partie de son investissement par un autre, le locataire. Donc, on va pas se le cacher, c'est assez original et ça serait quand même difficile de bouder son plaisir sur ce type de montage. Et puis, il y a le levier de la fiscalité. Alors, le levier de la fiscalité, je laisse de côté, c'est pas le sujet aujourd'hui, puis on va en parler abondamment dans les 5 épisodes dont je vous ai parlé précédemment. Par contre, quand on parle d'investissement immobilier, il y a une question d'emblée, c'est combien le ticket d'entrée ? Alors, on sait que les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, c'est très clair. Donc, ça a augmenté le ticket d'entrée pour notamment un premier investissement. On sait qu'ils vont pas baisser notablement dans la proportion que certains prétendent. Alors certes, les prix baissent, mais il faut raison garder par rapport à ça. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter mon épisode 76 où j'expliquais pourquoi les prix de l'immobilier ne chuteront pas en 2024. Alors j'ai bien dit ne chuteront pas, j'ai pas dit qu'ils ne baisseront pas, nuance, mais ça veut dire que si on attend une baisse de 30 à 40% des prix de l'immobilier pour investir, en fait, on risque d'attendre très très longtemps. Je pense même qu'on n'investira jamais si on attend ça. Il y a des niches dans certaines régions. Pour autant, malgré cette augmentation des prix, je parle notamment des zones rurales ou semi-rurales. Et là-dessus, c'est pas pour faire de la promo de manière éhontée,
je vous invite à aller écouter l'épisode 67 qui s'intitulait Les secrets de l'immobilier en milieu rural, où on ne parlait que des prix en milieu rural, notamment dans le centre de la France, du côté de la Nièvre, et où on voit que les prix, évidemment, ne sont absolument pas ceux qui sont pratiqués ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des opérations à effectuer. Maintenant, si on veut être honnête, il va être assez difficile dans des métropoles, dans des grandes villes, d'investir sans trop de travaux à moins de 80, 100 000 euros. Bon, voilà, c'est un petit peu le ticket d'entrée. Ou alors, il nous reste les places de parking, les garages, qui restent un investissement très intéressant. Mais là encore, le souci, c'est que on en parle beaucoup depuis plusieurs années et que les opportunités se sont raréfiées. Alors c'est là qu'intervient la solution de Kylian, où Kylian va nous expliquer comment il a investi pour moins de 10 000 euros. Alors comment il a fait ? Il a investi dans un camping. Alors moi, la première fois que j'avais lu un petit peu ce qu'il avait fait, parce qu'il a communiqué un petit peu sur les réseaux sociaux. Bon, j'étais un petit peu dubitatif. Je lui ai dit, est-ce qu'il nous fait pas une opération promotionnelle en disant, je suis le meilleur de tous, j'ai investi pour moins de 10 000 euros. Bon, non, pas du tout. C'est vraiment une réalité. Alors, Kylian, c'est qui ? Alors, Kylian, il habite Paris, vraiment intramuros. Il est dans le 15e arrondissement depuis 2 ans et demi. Il a un parcours classique de jeune de 20 ans. Voilà, il a été vidéaste et comédien pendant 2 ans et demi. Enfin, surtout, il a été vidéaste. Et là, aujourd'hui, il décide de se consacrer pleinement à son métier de comédien. Habitant Paris, il a des moyens financiers limités. Il était hors de question pour lui d'investir dans Paris. Enfin, là, le ticket d'entrée, il est au-delà des 80-100 000 euros dont je viens de parler. Donc, il n'en était pas question. Il voulait investir quand même. Sa solution était d'investir dans un camping pour moins de 10 000 euros. Et comme il est breton et qu'il a vécu en Bretagne jusqu'à l'âge de 18 ans, l'occasion était toute trouvée pour lui d'essayer d'investir en Bretagne dans ses terres d'origine. Voilà. Alors, on va avoir 2 épisodes. Aujourd'hui, on va parler de son projet d'investissement. Il va vraiment nous expliquer tout ça de A à Z, tout ce qui s'est passé entre l'idée du projet et aujourd'hui la première mise en location, parce qu'en fait, tout ça, je l'ai interviewé il y a une dizaine de jours environ. Et en fait, il venait de mettre les premières annonces de sa location. Tout ça est extrêmement récent. Et on s'est donné rendez-vous avec lui en octobre. Et là, on fera un bilan financier des 3 premiers mois d'exploitation. On décortiquera les réussites, peut-être les difficultés. Après tout, peut-être qu'au mois d'octobre, il se dira « je me suis trompé, j'aurais pas dû faire telle ou telle chose ». Bon, tout ça, on le suivra. C'est ça qui est intéressant dans ce projet, en tout cas dans ces 2 épisodes, c'est qu'on va suivre en temps réel l'investissement de Kylian. Et moi, la première question que je lui ai posée ici, elle est toute simple. Quand tu as commencé à réfléchir à un investissement, tu avais quel budget ? Mon budget était simple puisque je l'ai calculé sur mes revenus mensuels et donc il était d'environ 10 à 15 000 euros. Voilà. Ok. En gros, c'était à peu près ça. Très bien. Donc un budget relativement modeste en fait, Ouais, bien par sûr. rapport à ce qu'on pourrait envisager quand on va sur de l'immobilier. C'est ça justement qui va m'intéresser dans notre échange, c'est que toi tu pars sur un budget relativement modeste en fait, et on va voir ce que tu vas en faire. Alors 10 à 15 000 euros, donc on peut se dire que tu vas pas acheter un appartement pour 10 ou 15 000 euros. Tu vas pas acheter une maison, c'est plus possible depuis très très longtemps. Tu pourrais éventuellement acheter une place de parking, pourquoi pas. Ouais. Certains le font, c'est des investissements plutôt intéressants. Dans un épisode précédent, quelqu'un justement m'avait parlé de l'investissement sur les places de parking. Alors, du fait que tu as un budget limité, tu t'es dit que tu allais investir plutôt dans quoi ? Tu as prévu quoi en termes d'investissement ? Mais moi, c'était, je visais les hébergements de tourisme, Mhm. euh, puisque j'ai toujours été habitué avec du coup ma mère qui était dans ce domaine-là, et donc je savais que c'était des choses
déjà qui en termes de temps mettent très peu de temps à se mettre en place. On parle de quelques mois à peine, Mm. entre 3 et 4 mois à mettre en place. Et surtout, c'est quelque chose. Il y avait une chose qui m'arrangeait le plus, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui le gérais. Mm. Et ça, c'était quand même assez fou. À défaut d'avoir un appartement en Airbnb où tu vas devoir t'occuper du ménage, etc., et toujours avoir un contrôle dessus. Là, c'était vraiment, si je veux caricaturer, je te donne l'argent et j'y touche plus, quoi. Et c'était quand même l'un des points pour moi, puisque ben, j'habite à Paris. L'investissement, je le fais en Bretagne, et donc je pouvais pas avoir la main mise dessus. Donc voilà. Mm. Alors, cet investissement, et en fait, concrètement, c'est quoi? Alors moi, c'est un petit chalet, au même titre, dans les campings, on est plus habitué au mobil-home. Or moi, c'est quelque chose d'un peu différent. Déjà, c'est plus petit, c'est en bois, etc. Donc c'est des préfabriqués en fait, hein. C'est des préfabriqués en bois qu'on place dans soit les domaines, soit les campings. En l'occurrence, moi, c'est un camping, et donc c'est le pod en lui-même et le chalet coûte aux alentours de 8 à 9 000 euros quand on va l'acheter. Puis après, il y a quelques frais supplémentaires forcément, puisque, alors je répète, c'est pas de l'immobilier, donc en fait, c'est pas des fondations pures et dures qu'on va. Ah ouais, mais moi je t'arrête. Si, si, c'est de l'immobilier, hein. Tu ne D'accord. veux pas appeler ça de l'immobilier. Pour moi, si, Oui, si, c'est de c'est un l'immobilier de investissement tourisme, immobilier. quoi. Ouais, ouais. C'est un investissement immobilier qui est original. C'est ça qui est Oui, intéressant. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est un investissement immobilier. Alors, donc, si je résume, il s'agit d'un chalet en bois. Est-ce que tu peux le décrire, ce chalet, pour ceux qui Il nous est, écoutent? alors, en termes de taille, il fait 13 mètres carrés. Ouais. Il y a une cloison qui sépare un peu la pièce principale de la chambre, et il est très courbé. Ça fait enfin, ça fait un arc de cercle tout au long. Donc c'est original puisqu'en fait on n'en voit jamais en fait. Moi, je sais que j'ai été un peu habitué parce que c'est un peu une tendance qu'il y a en Bretagne, mais c'est quelque chose qui est pas qui est très très peu. Ça fait partie de la catégorie des hébergements insolites comme Ouais. on appelle ça. Donc voilà, Ouais. c'est plutôt petit, mais très spacieux en tout cas. Tout à fait. Alors moi j'ai vu des photos parce qu'effectivement quand j'ai pris contact avec toi, j'ai vu les photos. Ouais, Je vais mettre en lien de l'épisode pour que les gens puissent aller voir en fait ouais. en quoi ça consiste effectivement. Alors on a un chalet. Ce chalet il est construit sur quel terrain? Sur un camping donc. Ouais, c'est ça. On a réservé un emplacement qui est, à la base, c'était un camping qui était uniquement réservé pour des emplacements de tente. On l'a complètement un peu transformé. L'idée, c'est que les fondations, c'est des longs greens. Donc, c'est-à-dire, il y a trois grosses lignes de quasiment 10 mètres de béton. Donc, on n'est pas sur une surface plate, un peu comme on pourrait faire avec une terrasse. Et voilà, c'est trois longs greens. Et après, on vient poser le chalet dessus. Donc il arrive, moi en l'occurrence, je l'ai commandé préfabriqué par l'usine, mais il peut arriver en pièces détachées et on le monte. Moi, j'ai pas Ouais. pris de risque et Alors j'ai attends, acheté. ça, c'est un autre problème. Moi je reste sur le camping pour l'instant. Ouais. Donc on a un terrain. Le terrain fait quelle surface? Le terrain en tout, Oui. du camping en tout, Non, il non, fait, non, du terrain sur lequel est installé ah, le le mien, il chalet. fait un peu moins de 40 mètres carrés. Donc 40 mètres carrés. Ouais. Ce terrain, il est la propriété de qui, en fait? Pour qu'on démonte un petit peu le mécanisme, en fait. Bah, là, c'est un truc un peu particulier dans le sens où c'était un camping municipal qui a été racheté donc pour devenir une société privée. Et donc la propriétaire de cet établissement-là loue ce camping-là, comment dire, ce terrain à la mairie. Donc en fait, à l'heure actuelle, c'est un terrain qui appartient, le propriétaire étant la mairie euh, dans laquelle est l'établissement. D'accord. Et toi, ces 40 mètres carrés, tu les loues à quelqu'un ou tu es associé avec quelqu'un qui loue ce terrain? Alors moi, je suis propriétaire à part entière comment dire, du chalet, et le fonctionnement est assez simple. Je paye un loyer au mois qui, en l'occurrence, pour moi, 90 euros. En fait, c'est 1000 euros sur l'année, mais qu'on divise en 12 mensualités. Et après, je dois reverser entre 15 à 30% de commission par nuitée. Voilà en gros ce que je dois, et c'est le modèle classique de tout ce qui peut se faire avec les mobil-homes, en l'occurrence moi, les chalets, etc. Donc, je récapitule.
on est sur un camping. Toi, tu loues une surface sur ce camping de 40 mètres carrés et C'est ça te ça. coûte 1 000 € à l'année pour louer cette surface. Donc, ça te coûte à peu près, voilà, une 83 € par centaine, mois, une le chiffre. centaine d'euros par mois. Voilà, ça te coûte une centaine d'euros par mois pour louer. Donc, si on poursuit en fait l'élaboration du projet, tu as loué ce terrain. Maintenant, il s'agit d'y installer un chalet. Bah, comment tu as choisi ce chalet? On consulte des catalogues, on consulte des constructeurs. Comment on choisit cette construction? Comment tu as procédé? Eh ben, très bonne question, puisque la plupart du temps, dans ce genre de choses, on fait appel à des commerciaux, en fait. Simplement, c'est des gens qui ont des sites internet et leur métier, c'est de faire le dialogue avec l'usine et de vous livrer. Ils prennent une commission. En fait, on peut pas être directement comment dire, en contact avec le fournisseur, donc avec l'usine. Donc, la plupart du temps, il y a plein de sites qui existent et c'est des armées de commerciaux directement. Il y a des gros sites en France qui le font sur ce genre de Alors que, sur oui, lesquels. mais comment tu as sélectionné ce chalet? Mais moi, j'avais déjà, on me les a un peu donnés. En fait, j'avais une liste de 3-4 personnes. J'ai aussi consulté moi sur les gros sites qui existent en faisant plein de devis. Tu Ah, fais plein de d'accord, devis. oui. Oui, classiquement, t'as Bah, consulté c'est ça, des vendeurs de chalets et puis c'est t'as ça. fait ton choix. Ouais. Exactement, il y a différentes formes. Il y a le pas monter et le monter directement. Moi, j'ai choisi la version directement préfabriquée pour pas avoir de galère. Et voilà, j'ai consulté le meilleur devis dans les temps impartis aussi. J'avais un petit enjeu de temps au niveau des livraisons et j'ai simplement choisi ça comme ça. D'accord. Et donc là, à partir de là, tu avais ce budget, parce que tout à l'heure, tu as dit, oui, je suis entre 8 et 15 000 à peu près. Ouais. Ton budget était de combien? Tu voulais pas dépasser quel montant sur l'achat de ce chalet? Bah, une fois que j'avais les prix un peu en tête et les devis validés, etc., j'ai pas voulu dépasser 10 000 parce qu'en fait, D'accord. et d'ailleurs, j'ai pas dépassé 10 000 € Oui, en tout et pour tout parce que au-delà du simple chalet, il y a l'aménagement, etc. Donc, ouais. il y a plein de frais et en tout et pour tout, pour avoir le chiffre exact, ça m'a coûté 9 850 €. Euh, D'accord. Alors donc, 9 850 €. On parlera de la partie financement après, hein. Donc, je suppose qu'on paye son chalet, on prend rendez-vous, le chalet il vient être installé. Alors, j'imagine qu'il y a des problématiques d'électricité, d'eau, etc. Comment ça se résout sur le plan bah, moi, technique? j'ai décidé. Ouais, moi j'ai décidé de faire ça moi-même. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des personnes dans ma famille compétentes là-dessus. Donc effectivement, en fait, quand ce chalet-là arrive, il est nu en fait. Oui. Donc Ouais. c'est même à toi de découper les parties pour mettre tes prises, faire le raccordement à la grande borne électrique qu'il y a sur le terrain. Donc il arrive vraiment nu. La première chose à faire, c'est d'être sûr d'avoir un télescopique. Donc, c'est-à-dire, un télescopique, c'est quelque chose qui va prendre le chalet pour le mettre dessus, puisque eux, le transporteur arrive avec le camion et donc tu dois toi-même t'occuper de, de, Ah oui, de une louer cet grue. engin-là. En fait, une grue. Exactement. Donc c'est ça, une sorte de grue pour poser dessus. Et après, il faut, alors soit on passe par des électriciens et des boîtes qui savent le faire. En l'occurrence, moi j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui savaient le faire, donc raccordement électrique. Et en fait, il y a juste ça à faire, puisque Oui. dans ces chalets-là, il n'y a pas de salle de bain et pas de toilette. Donc en fait, on utilise la partie sanitaire comment dire, de l'établissement du camping. Donc en fait, il y a seulement l'électricité à faire. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. Et ah oui, mais alors donc ça veut dire que quand on te livre le chalet, faut que tu aies prévu une grue pour le mettre en place. Ouais, c'est ça. Et c'est ça où c'est l'une des parties les plus compliquées parce que Hmm. moi, l'usine m'a prévenu 5 jours avant de la date. Donc, il fallait que je trouve la personne avec la grue disponible tant à cette heure-ci. Et puis, si le livreur arrive à 9 heures, on peut pas le faire rester jusqu'à midi. Donc, la personne doit être là à 9 heures. Donc, c'est toute une organisation et une logistique qui est quand même ouais, assez compliquée. En tout cas, faut réserver ton temps pour cette partie-là, quoi. Bon, alors maintenant, si on fait un peu la synthèse de l'investissement, 9 800 €
pour le chalet, si on fait le coût total de cette opération, location de la grue, le raccordement à l'électricité, etc., ça t'a coûté combien Et au bien total? justement, c'est ce chiffre-là que je te donnais de 9 800 euros. Le chalet en lui-même m'a coûté de 8 100 euros. Ouais. Ah, donc 9 800 euros, c'est Au global, l'opération c'est-à-dire toute comprise. l'électricité, l'aménagement intérieur, la literie, et voilà. D'accord, donc 9 800. Comment t'as financé ça? Moi, je l'ai fait par prêt. Ouais, Je l'ai fait par prêt. J'ai toujours, en fait, et c'est là où je vais en venir comment dire, à la relation que j'ai eue avec mon banquier depuis quasiment mes 18 ans, de montrer patte blanche, etc. J'ai toujours été réglo là-dessus. Et surtout, quand je suis venu habiter à Paris, j'ai gardé cette banque-là qui était dans ma région natale. Et j'ai remarqué quand même que les banquiers aiment plutôt les Parisiens. Les banquiers de province aiment plutôt les Parisiens avec les salaires parisiens. J'ai remarqué ça, c'est assez marrant puisque je suis aussi allé voir des banques à Paris et à Paris, c'est pas du tout la même philosophie quoi. Pour obtenir un prêt, et là on parle du coup d'un prêt consommation puisque c'est pas un prêt immobilier, ça ne rentre pas dans un prêt immobilier, c'est un prêt à la consommation donc j'ai eu un taux à 6,1% quoi. Et donc j'ai emprunté 10 000 euros exactement, pile 10 000 euros. ouais, Voilà. tout à fait. Qui a un taux. Tu as fait ce prêt quand? Il y a quelques mois? J'ai fait ce prêt il y a 3 mois, ouais, Ouais, il y a exactement. 3 mois. J'ai signé il y Donc a 3 mois. effectivement, sur des prêts à la. Alors, je fais juste un petit commentaire pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils peuvent être étonnés d'un taux aussi élevé, mais c'est le taux des crédits à la consommation, puisque les Ouais, crédits à la consommation ont des taux beaucoup plus élevés que les crédits immobiliers. Voilà. ouais, c'est ça. Bon, c'est compliqué quand on a 20 ans aujourd'hui d'emprunter, même sur une somme modeste, parce qu'on reste sur une somme relativement modeste. Je trouve pas. Après, à 20 ans, j'ai l'avantage d'avoir une stabilité financière en termes de revenus, en termes de salaire. Donc, Ouais. en fait, c'est pas objectif. Effectivement, pour une personne qui est étudiant et qui a des revenus très faibles ou du moins moi, c'est surtout la stabilité qui a joué, le CDI, etc. Plus que la somme en tant que telle, puisque je rembourse 172 euros par mois. Donc, on n'est pas sur des sommes mirobolantes. Donc, c'était surtout la stabilité au niveau du banquier de lui dire que ça fait des mois et des mois que je gagne tant d'argent. Pour une personne qui a 20 ans, je pense que si c'est une personne qui a travaillé depuis ses 18 ans, qui a eu de la chance d'avoir des revenus de côté, je pense que je ne conseillerais pas le prêt. Si ça arrive, hein, des gens qui ont 20 ans, qui ont 20, 30 000 euros sur leur compte bancaire, ça arrive. Et dans ce cas-là, je pense que je ne conseillerais pas le prêt immobilier. Moi, il s'avère que j'avais pas forcément envie de dépenser ces 10 000 euros-là en cash directement. Donc, j'ai préféré emprunter. Mais je trouve pas, non, c'est pas compliqué. Et au contraire, les banquiers sont très contents, d'autant plus que quand je suis arrivé de mon banquier, j'ai pas dit j'aimerais un prêt. Je suis vraiment venu avec 25 pages de documents en notifiant et en décrivant absolument tout, la rentabilité, le bilan prévisionnel, etc., etc. Ah Donc, oui, oui, tout à fait. j'ai vraiment Alors, fait, ouais. voilà, comme quand on veut investir dans je ne sais quoi, j'ai vraiment, donc ma relation avec le banquier était assez sérieuse, quoi. Ouais. Je suis pas venu en demandant un prêt comme ça. Donc non, je trouve pas que c'est compliqué. Il faut juste être stable et surtout au clair avec ce que tu veux faire, quoi, être crédible. Ça, c'est important, c'est qu'effectivement, tu es pas venu les mains vides, tu es venu Bien en sûr. ayant un projet, en ayant des prévisions aussi, etc. Alors justement, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu sur le volet dépenses. Si on récapitule, tu as ton remboursement de prêt qui est de 172 euros exactement. 172 euros. Tu as la location de la partie de terrain, 90 euros, hein, à peu près Exactement. par mois. Est-ce que tu as d'autres dépenses que tu as envisagées? Non, du tout. Sur des dépenses T'as pas, régulières, j'en ai t'as pas. pas de taxes? Non, j'ai aucune taxe puisqu'en fait, moi, comment dire, les nuits sont réservées au nom du camping et je reçois en fait un virement à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire que je reçois mes 70% de commission sur les nuitées et c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai pas de taxe foncière, j'ai rien de tout ça puisqu'en fait, à la fin de l'année, ça Non, rentre puisque dans tu es mon locataire. Tu es revenu. locataire. Ouais. Exactement. Tu es locataire. Donc oui, si c'est évidemment le camping qui va payer la taxe de séjour et qui va
payer cette taxe de séjour en prenant cette commission de 30% en fait sur C'est ça. Et les d'ailleurs, il y a la commission il y a la commission financière sur la nuitée et il y a la taxe de séjour qui, pour le coup, la taxe de séjour est directement réglée par les plateformes. Donc Airbnb, Booking.com, Abritel se chargent de reverser eux-mêmes. Je crois que c'est entre 20 centimes et 1 euro par jour et par personne. Donc ça, c'est pour le coup une taxe qui est la taxe de séjour. La taxe de séjour, elle, est bel et bien reversée par les plateformes directement. Voilà. Comment tu as fixé le prix de ta location? Parce que je suppose, pour le coup, on commence à comprendre que tu es sur de la location de tourisme de courte durée, à la nuitée, en fait, Mm. j'imagine, sur un camping. Comment tu as fixé le prix de la nuitée? Alors, il y a eu deux choses. J'ai beaucoup discuté avec des propriétaires de camping dans mon secteur, aux alentours des 50-60 kilomètres Hmm. autour du camping. Et donc, j'ai pris avec des offres similaires, avec des offres de chalets, etc. Donc, j'ai fait tout bêtement une liste de ça pour voir à peu près les prix, les offres. Puisque les offres sont aussi, là, on est un peu dans de l'hôtellerie, donc des fois, il y a les petits déjeuners, etc. Moi, je me suis fixé que sur la partie foncière de la chose. Donc, j'ai simplement regardé les offres de camping aux alentours et aussi les offres un peu partout en France. À savoir qu'avec ce genre d'hébergement mais l'immobilier, c'est la même chose. C'est surtout une question d'emplacement et encore plus quand c'est le tourisme. Nous, on a de la chance d'être pas loin de la mer. Donc on a quand même beaucoup de choses à faire aux alentours et donc j'ai fait une sorte d'étude de marché et j'en ai déduit mes tarifs quoi. Alors, tes tarifs, ils sont de combien? Mes tarifs, il y a deux tarifications. Il y a la tarification haute saison, donc la Hmm, tarification été, hmm, où je suis à 70 euros la nuit. hmm. Et tout le reste de l'année, donc à partir là pour cette année, le 2 septembre, c'est 50 euros. D'accord, ok. Avec évidemment des tarifs qui baissent au bout d'une semaine. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un commande une semaine, Ouais. il y a une réduction qui est effectuée. Voilà. Ouais. Alors, j'imagine que dans ton prévisionnel, quand tu as contacté le banquier, tu as dû envisager un nombre de nuitées minimum sur l'année. Ouais. Tu t'as fixé combien le nombre de nuitées que tu espères louer? Bah, alors là, ça, je me suis référé parce que j'ai eu de la chance d'avoir accès comment dire, au bilan comptable prévisionnel de la société, donc du camping, qui a été réalisé par un expert comptable avec une étude de marché, un business plan, etc. Sur cette année, étant donné que donc mon chalet, moi, a été mis à disposition en juillet, on a compté 55 nuits pour cette année puis une moyenne de 120 nuits par an. À Donc partir de 2025, en fait. exactement, à D'accord. savoir que mon chalet est réservable 365 jours dans l'année. Ouais, Il n'y a pas de fermeture d'établissement. Donc ça ouais, c'est quelque chose ouais, à vraiment prendre en compte parce qu'il y a beaucoup d'établissements, des campings qui ferment, qui sont ouverts la plupart en ouais. haute saison, mais qui vont avoir des grosses périodes de fermeture entre février et avril. Et donc là, il faut l'envisager puisque entre février et avril, s'il y a personne pour s'occuper, ton chalet, il est pas louable. Ouais, Donc ouais. moi, il est bien louable 365 jours dans l'année. Et ça, c'est quand Alors, même un point fort. donc, il est louable 365 jours dans l'année, mais pour autant, tu t'es fait un prévisionnel en étant seulement sur 120 nuitées sur l'année. Exactement. En gros, c'est-à-dire un taux de remplissage pendant l'été entre 80 et 90%, si ce n'est 100%, en tout cas dans le secteur où on est. Mais voilà, on prend toujours quand on fait des prévisionnels comme ça, et surtout quand on s'adresse aux banques, on prend le minimum. Le minimum est Bien vraiment sûr. dans le pire des cas, on va dire. Et ce pire des cas était à 90% d'occupation dans l'été, quoi. Donc, c'est-à-dire environ 50 nuits, donc presque 50% en fait du chiffre qui est fait qui est fait dans l'été, quoi. Et le reste qui est fait, puisque ces chalets-là ont beaucoup de succès dans les week-ends. Mm. Il y a beaucoup de week-ends, et étant donné que c'est quelque chose d'isolé avec du chauffage, etc., pendant des week-ends de février, mars, donc sur des périodes
où normalement les gens ne sortent pas, on a quand même beaucoup de succès. Là, j'ai quelques réservations pour simplement des petits week-ends, donc 2 nuits comme ça en plein hiver, quoi. D'accord. Alors, imaginons, on est en 2025. 2025, tu le loues comme tu as prévu 120 nuits, enfin 120 Ouais, c'est journées, ça. 120 journées. Ça te dégagerait combien de revenus pour être Alors, extrêmement concret? ouais, bah, en termes de chiffre d'affaires, sur 120 nuits, donc le minimum prévisionnel, on serait à 8400 D'accord. euros Sur de l'année de chiffre d'affaires. exactement, à savoir que du coup, on enlève les commissions. Hmm. Les commissions qui sont entre 15 et 30%, 15% pour une nuit et 30% pour une nuit, pardon, et 15% au bout de 2 nuits. Hmm. Donc ça, c'est pas quantifiable en réalité, je ne peux pas avoir le chiffre exact. Hmm. Plus, du coup, si on enlève la somme globale, les 1000 euros de loyer par an. Moi, j'ai fait le choix de le régler mensuellement, mais on peut le régler à la fin de l'année comme ça. Donc, c'est-à-dire, en gros, en termes de cash flow, quelque chose autour des 4 à 5 000 euros de revenus annuels, Net. minimum des nuits, quoi. Voilà. D'accord. Donc 4 à 5 000 euros, effectivement. Euh, donc, on est sur quelque chose d'assez réaliste en définitive, hein, Ouais. ici, hein, donc, et qui a priori est plutôt intéressant en fait, hein, en posant les choses comme ça. Alors maintenant, autre question, comment tu le loues? Tu as commencé à parler de plateformes, donc tu es présent sur des plateformes. Comment tu les as sélectionnées? Est-ce que tu es présent sur toutes les plateformes? Comment elle est constituée, ta communication en fait? Alors ça, j'ai été assez direct. J'ai pris tout ce qui était un peu prenable. C'est-à-dire que il y a le site du camping, effectivement. Il y a Airbnb, Booking.com, Abritel et Le Bon Coin. Le Bon Coin, maintenant, ont une offre de location comme ça Hmm. de vacances. Donc, je suis présent sur, donc, en gros, 4 plateformes plus le site officiel. Donc, j'ai pris les plus connus. Hein. Je me suis pas embêté. Et donc là, ça fait quasiment une semaine que je suis dessus. Et j'ai rien à dire, quoi. C'est parfait, tout est en ordre. Il n'y a pas à s'occuper des choses. Tous les messages, toutes les infos, on les rédige avant, donc tout est automatique. Donc c'est quand même assez pratique. Et quand bien même les voyageurs auraient des questions, en fait, c'est pas moi qui gère. En fait, c'est pas moi qui gère. Donc voilà, tout est automatisé et j'ai pris le maximum que je pouvais. On peut aussi aller chercher sur plein d'autres choses, mais moi, Ouais. j'ai pris les plus populaires. Voilà. Ouais. Oui, enfin, c'est pas toi qui gères. Si des questions sont posées, c'est parce que c'est le camping qui répond. Exactement, Oui, exactement. donc on est quand même sur quelque chose d'assez particulier qui pourrait Oui. presque faire rêver les gens qui font du Airbnb et qui savent au quotidien que c'est parfois une galère, hein, quand même à Ouais, alors gérer. moi je me suis quand même, quand je vois des messages passer, je réponds quand même parce que ça me fait plaisir. Ah oui, Et quand même. voilà, Ouais, c'est oui. c'est le début, mais dans l'idée, en fait, j'ai pas à le faire, quoi. Ouais, En d'accord. réalité. Ok. Bon. Là, au moment où c'est quelque chose que j'ai pas dit. Au moment où on enregistre, là, on est très précisément le 16 juillet. C'est important parce que ça fait exactement une semaine hein, que tu as démarré la Même un peu location. moins, puisque Hein. l'annonce a été mise en ligne jeudi dernier. Donc, Ah ça fait oui. moins d'une semaine. Donc effectivement, ça fait 5 jours. Ça Exactement. fait 5 jours. Et là, on comprend mieux à quel point tu avais un impératif quand même que le chalet bah, soit installé Bien sûr. pour pouvoir démarrer ta saison de manière correcte. Bien sûr. Ouais. Donc là, à ce stade, au bout d'une semaine, qu'est-ce que tu peux en dire? Même si on fera le bilan plus tard, donc on va pas rentrer trop dans le détail, mais les locations commencent à tomber. Ouais, alors bah, pour les chiffres très concrets depuis donc jeudi dernier, on a 18 réservations, donc 18 nuits de réservées avec des séjours qui vont de 1 à 4 nuits. Donc c'est des séjours assez courts en réalité, hein. C'est des séjours assez courts et donc en termes de chiffres générés, on a généré, là on vient de dépasser les 1015 euros exactement de chiffres générés avec des nuits donc en juillet, en août et une semaine de réservé en septembre. Voilà. Ok, donc en fait, en une semaine, tu as déjà enregistré un peu moins de 10% de ton chiffre d'affaires annuel prévu, Ça, à peu près. exactement. Ouais, donc, Exactement. Et en termes de nuit, ben, du coup, on arrive un peu plus, quasiment 12%.
Ouais, de ce qui est censé être réservé sur les prévisionnels minimum à l'année. d'accord. Exactement. Donc, ça démarre plutôt pas mal. Ce qui est plutôt rassurant, ouais. Ce qui est plutôt Ouais, rassurant. Et c'était un. Moi, je voulais absolument, parce qu'on arrivait, je voyais que ça tardait, et je savais que cette période-là enfin, en fait, c'est une période qui est cruciale, en fait, la période d'été. Et donc là, voir que ça fonctionne à ce point, je suis plutôt content. Et les retours que j'ai des voyageurs, c'est ah, on a craqué dessus, parce qu'en fait, les gens voient quasiment jamais ça, quoi. C'est quelque chose de très original déjà visuellement, et les gens adorent, quoi. Les gens tombent amoureux directement dessus, donc plutôt rassurant en tout cas sur ces ouais, 5 derniers ouais. jours. Non, mais je suis assez d'accord parce que je suis allé voir sur photo et c'est sympathique, ça donne envie. Et pourtant, je peux te dire, je suis pas quelqu'un de très porté sur les campings. Je suis honnête, c'est pas trop mon truc. Mais Ouais. je me suis dit, ah tiens, si je devais aller dans un camping, j'aimerais passer une nuit dans ce petit chalet très sympathique en fait. Donc oui, c'est plutôt original. Et c'est vrai que j'invite vraiment, il faut aller voir les photos parce que c'est plutôt. On a oublié de dire un truc d'ailleurs, c'est dans quelle commune précisément? Parce qu'on n'a pas Alors dit. moi je suis à Saint-Jacques-les-Pins, c'est une commune dans le Morbihan. D'accord, Euh, dans le Morbihan. Ok. Exactement. On est proche on est à une petite demi-heure de Vannes pour voilà Ah, ben ok. les gens Comme connaissent ça, un on peu. se Voilà. situe. Très bien. Exactement. Oui, oui, donc un coin plutôt touristique quand même. Un coin plutôt touristique, mais pas vraiment. Enfin, Mais c'est pas le plus touristique de c'est Bretagne, pas on le est plus d'accord. touristique, Ouais. mais qui est quand même très. Enfin, en fait, on est pile à 1 heure de Nantes et Oui. 1 heure de Rennes. En fait, on est littéralement au milieu et on est à moins de 25 minutes des plages de la côte, de toute la côte bretonne, Vannes, etc. Bon, très bien. Donc oui, on est plutôt bien placé, ouais. En réalité, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Bien. Eh ben, écoute, Kylian, je pense qu'on a rempli l'objectif de ce premier épisode, hein. Il y aura une suite, voilà, ça c'est Et ouais. pareil. Il y aura une suite. Ce premier épisode, il consistait en fait à planter le décor, à comprendre comment tu avais cheminé pour faire tout ça, comprendre aussi qu'on est sur un investissement qui est relativement modeste, et donc ça c'est atypique, et je trouve ça extrêmement intéressant, qui montre que quelque part bah, le ticket d'entrée pour faire de l'immobilier, il n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement 100 ou 200 000 euros. Oui, ouais, On ouais. peut faire des choses de manière modeste. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant dans ta démarche. On a compris aussi une chose, c'est que tu n'es pas allé à l'improvisation du tout. Tu vois, pour un comédien, ça, c'était pas de l'impro parce que Ouais. y aller quand même avec un dossier très ficelé, etc., sélectionner constructeur de chalets et tout. On sent que il y a du sérieux dans tout ça. Et là Ouais, je encore, l'invite et je l'invite pour tout, que ce soit dans la préparation ouais, logistique de la chose, enfin, dans la recherche de fonds, si jamais les gens empruntent, c'est quelque chose qui déjà rassure parce que surtout à mon âge, même si c'est que 10 ou 15 000 euros, bah en fait c'est quand même 10 ou 15 000 euros et à 20 ans, les étudiants qui ont des prêts étudiants le savent très bien aussi. Ça provoque quand même quelque chose d'assez ouais, il faut que les choses soient en ordre, sinon ça génère quand même un petit stress. Mais quand tout est ficelé et tout est bien organisé, il y a pas de risque réellement. non, mais tout à fait. Ouais. Bien. Eh ben, écoute, on n'a plus qu'à souhaiter bonne chance pour les mois d'été Et ouais, au chalet et à il ton fait pas voilà très ton. beau en Bretagne pourtant, hein. Donc pour l'instant, ça fonctionne alors qu'il fait pas beau. Donc c'est encore plus rassurant, j'ai envie de dire. Ouais, mais il va faire beau. J'ai regardé la météo tout à l'heure. Il va faire beau pendant les quelques semaines qui viennent, j'ai l'impression. Eh ben, écoute, on va te souhaiter un bel été et puis on se donne rendez-vous en fait début octobre. Et là, on fera le bilan de l'opération. Et là, on aura du concret, hein, parce que là, il y aura Et 3 mois, trois on aura mois. toute la saison d'été, ouais. Ouais, tout à fait. Il y aura eu 3 mois de fonctionnement et donc ce sera bien. Eh ben, Kylian, je te remercie et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci Kylian pour toutes ces informations. On le retrouvera en octobre pour faire le bilan de l'opération.
Alors maintenant, notre prochain épisode, d'ici quelques jours, parce que je vais mettre ça en ligne extrêmement rapidement, c'est le début de notre série de l'été spéciale immobilier. La première question dans ce premier épisode, qui sera une sorte d'introduction globale aux 4 épisodes qui suivront ensuite, ça sera: pourquoi la fiscalité est-elle si importante en immobilier? Et vous allez voir que je vais insister énormément là-dessus, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un type d'investissement. Si on se désintéresse de la fiscalité, on a tout faux. Vous voyez, à la limite, on peut très bien investir en bourse, on peut très bien placer de l'argent sur des livrets classiques sans spécialement décortiquer, décrypter toute la fiscalité afférente à ces placements. En immobilier, ce n'est pas possible. Voilà, je vais être aussi catégorique que ça. On va parler de tout ça dans l'épisode qui vient. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt et surtout, continuez de profiter de ce très bel été. Et bon Jeux Olympiques, parce que il y a ça aussi en parallèle, ne nous le cachons pas.